Le commandement naval russe estimait avoir établi une posture opérationnelle plus sûre pour ses moyens en mer Noire après le redéploiement de navires clés vers Novorossiysk. Ce port, situé plus à l'est et à distance de la base auparavant exposée de Sébastopol, devait servir de centre névralgique plus sécurisé, renforcé par des défenses aériennes en profondeur et des systèmes de guerre électroniques. En théorie, ce repositionnement offrait un éloignement accru des capacités de frappe ukrainiennes et une réduction du niveau de risque opérationnel. Mais avec le temps, cette hypothèse a commencé à s'éroder. Dans la nuit du 1er mars, se prolongeant jusqu'au 2 mars, l'Ukraine a lancé une série coordonnée d'engagements impliquant des drones aériens et maritimes, dirigés vers la zone navale de Novorossiysk, désormais considérée comme un pôle majeur de la flotte russe de la mer Noire. Des rapports ont fait état de l'utilisation d'un grand nombre de systèmes sans pilote, certaines estimations évoquant des centaines d'unités déployées en plusieurs vagues successives. Si les déclarations officielles de la défense russe n'ont pas détaillé de manière exhaustive les résultats des interceptions, l'ampleur et l'intensité de l'attaque ont clairement indiqué que plusieurs systèmes avaient franchi les couches défensives. Ce qui a suivi relève d'une opération complexe et multidomaine, combinant une pression aérienne soutenue et des activités de drones maritimes simultanées. L'engagement ne s'est pas concentré sur un seul ensemble d'objectifs. Il s'est au contraire étendu aux infrastructures portuaires, aux installations défensives et à plusieurs navires positionnés dans le port. Parmi les conséquences les plus significatives rapportées figuraient des impacts affectant 5 bâtiments navals de classe et de rôles variés. Il s'agissait notamment de navires liés à la lutte contre les mines, à la guerre anti-sous-marine, à des missions de patrouille ainsi qu'à des fonctions de soutien au déploiement de missiles. Chacun de ces bâtiments remplit une fonction spécifique au sein des opérations de flotte et leur retrait temporaire ou prolongé de l'état de disponibilité opérationnelle crée des lacunes difficiles à combler rapidement. L'un des navires touchés était un bâtiment de lutte contre les mines, conçu pour garantir la sécurité de la navigation en détectant et neutralisant les menaces sous-marines. Au-delà de ce rôle principal, il dispose également de capacités secondaires anti-sous-marine et peut contribuer à la défense de surface et aérienne. Doté de systèmes de missiles, de canons automatiques et d'équipements de guerre électronique, il participe à la protection en couche de la flotte. À la suite de l'engagement, il a été évalué comme ayant subi des dommages structurels importants, limitant considérablement sa disponibilité opérationnelle. En outre, 2 petits navires de guerre anti-sous-marine auraient été touchés alors qu'ils étaient amarrés. Ces unités sont généralement utilisées pour des missions de patrouille maritime, d'escorte, de reconnaissance et de protection de convois, ainsi que, dans certaines configurations, pour la pose de mines. Bien que de taille relativement modeste, elles constituent des plateformes polyvalentes capables de répondre à des menaces sous-marines et de surface. Leur système inclut souvent des lance-torpilles, des missiles solaires et de l'artillerie navale. Les dommages subis lors de l'engagement auraient réduit leur aptitude au déploiement. Un autre élément clé affecté était une frégate connue pour ses capacités de missiles de croisière et ses systèmes défensifs en couche. Selon les rapports, des systèmes critiques à bord liés aux fonctions de lancement de missiles et aux contre-mesures électroniques ont été compromis. Ce type de bâtiment joue un rôle important dans la coordination des frappes à longue portée et dans les opérations de pression côtière, de sorte que toute réduction de ses capacités a un impact direct sur la portée globale de la flotte. Un patrouilleur lance-missile issu d'une série de productions plus anciennes aurait également été touché au cours de l'opération. Bien que plus petits et vieillissants, ces navires disposent encore de systèmes offensifs et défensifs significatifs, notamment des missiles anti-aériens et des lanceurs de missiles mer-mer. Toutefois, en raison de leur ancienneté et des limitations en matière de remplacement, toute perte ou dégradation de ces plateformes exerce une pression supplémentaire sur un inventaire naval déjà contraint. Au-delà des navires eux-mêmes, des indications ont également fait état de dommages aux infrastructures portuaires et aux zones opérationnelles adjacentes. Certaines évaluations suggèrent que la propagation d'incendies
ou des effets secondaires ont contribué à perturber davantage les zones d'amarrage. Cela soulève des préoccupations accrues quant à la résilience du port, dans la mesure où la logistique navale dépend fortement d'un accès ininterrompu aux installations de réparation, de ravitaillement et de réarmement. Le contexte stratégique de cet engagement s'est construit sur plusieurs années. À la suite des pressions exercées auparavant sur Sébastopol, les moyens navals russes ont progressivement été redéployés vers l'est afin de réduire leur exposition. Novorossiysk a été choisi en partie en raison de son éloignement des zones de frappe antérieures et de l'espoir que des systèmes de défense améliorés offriraient une plus grande stabilité. Cependant, les évolutions technologiques observées au cours du conflit ont profondément modifié cette équation. Des systèmes tels que les drones aériens à longue portée et les plateformes maritimes sans pilote ont étendu la portée opérationnelle à travers l'ensemble de la mer Noire. En conséquence, des zones autrefois considérées comme relativement sûres sont devenues de plus en plus accessibles à des stratégies d'engagement de précision. Des déclarations antérieures de responsables de la défense ukrainienne avaient déjà souligné que le simple déplacement des navires ne garantirait pas leur protection, mettant en avant la capacité continue de suivi et de ciblage opérationnel. Au fil du temps, cette position s'est confirmée à travers plusieurs incidents impliquant des infrastructures navales et des navires au mouillage. Plus récemment, d'autres événements survenus avant le mois de mars avaient déjà mis en évidence des vulnérabilités dans cette même zone portuaire, notamment des dommages infligés à des sous-marins et à des infrastructures de soutien. Pris ensemble, ces événements suggèrent un schéma de pression soutenu plutôt que des engagements isolés. L'opération de mars ne s'est pas limitée aux cibles navales. Des rapports issus de sources militaires ukrainiennes ont indiqué que des infrastructures énergétiques situées dans la région portuaire, notamment des installations de traitement du pétrole, avaient également été affectées. Certaines sections de stockage et de chargement de carburant auraient subi des perturbations, ainsi que des composants radars associés au réseau de défense aérienne. Dans la logistique militaire moderne, ce type d'infrastructure est essentiel non seulement pour le maintien des opérations navales, mais aussi pour le soutien opérationnel régional dans son ensemble. D'autres évaluations ont indiqué que plusieurs systèmes de défense aérienne, y compris des composants S-400 et S-300, ainsi que des plateformes de défense à courte portée, avaient subi une dégradation fonctionnelle ou une mise hors service partiel. Lorsque des systèmes de défense en couche voient leur efficacité diminuer, la probabilité d'engagement ultérieur augmente car les lacunes dans la détection et l'interception s'élargissent. Des informations ont également fait état de pertes parmi le personnel naval, incluant des morts et des blessés, bien que les chiffres précis restent sujets à vérification selon les sources. Même des pertes humaines limitées, combinées aux dommages matériels et aux perturbations des équipements, accentue la pression sur les cycles de préparation opérationnelle de la flotte. En parallèle de ces incidents, des analyses plus détaillées ont révélé que la coordination ukrainienne ne se limitait pas à une simple attaque ponctuelle, mais relevait d'une stratégie planifiée visant à exploiter les vulnérabilités identifiées au fil du temps. Les drones maritimes utilisés étaient capables de manœuvrer en formation et de synchroniser leurs frappes avec les actions aériennes, maximisant ainsi l'effet de surprise et la saturation des défenses adverses. De plus, les attaques ont mis en lumière des failles dans la communication et le contrôle des forces russes au sein du port, certains systèmes de surveillance ayant été temporairement neutralisés, retardant les réponses et compliquant la coordination entre navires et unités terrestres. Les experts notent également que l'incident a révélé une dépendance accrue aux infrastructures critiques portuaires, où le moindre dommage aux installations de carburant ou aux quais peut avoir un effet domino sur la disponibilité opérationnelle des navires et sur la logistique